Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, avant d'introduire les conférenciers du jour et de laisser la parole aussi à notre directeur, je tenais à avoir un petit propos liminaire. Donc, je souhaite en effet vous faire part de notre plaisir de vous accueillir, chers camarades étudiants, mesdames et messieurs les administratifs, les enseignants et chercheurs et personnels de l'école, pour cette première conférence du cycle 2023-2024 des matinales de la transition écologique. Je tiens également à remercier Monsieur Jean-Marc Benguigui, Madame Vanessa Le Garec, Monsieur Emmanuel Rosière, Mesdames et Messieurs les experts en com et en régie qui nous aident beaucoup, ainsi que toutes et tous les amis des matinales qui contribuent d'une manière ou d'une autre à faire vivre le projet. Merci à mes coéquipiers Thomas, Guillaume et Alexandre. Donc pour fermer la parenthèse, je vous invite aussi à vous saisir d'un agenda, puisque vous pouvez d'ores et déjà noter que la prochaine conférence se tiendra à la rentrée, le mardi 9 janvier 2024. Elle portera sur l'ouvrage Par-delà l'Androcène, qui est coécrit par Adélaïde Bon, Sandrine Roudot et Sandrine Rousseau, qui seront toutes les trois présentes pour parler d'écoféminisme. La conférence d'aujourd'hui portera sur la bande dessinée À portée de main, coécrite par Lucas Zuffic, Théo Salle et Jonas Teboul, illustrée par Jonas Teboul, et le rôle de l'art dans la transition écologique. Pour les présenter en deux mots, tout comme Lucas Zuffic, qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui, Théo Salle est ingénieur de formation. Tous les deux, ils accompagnent les acteurs de l'enseignement supérieur dans des réflexions stratégiques sur l'intégration des enjeux socio-écologiques dans les formations et interviennent auprès d'étudiants et de professionnels sur le rôle de l'art et des récits dans la transition. Jonas Teboul est quant à lui dessinateur et auteur de bandes dessinées. Comme beaucoup d'entre nous, ils se sont aperçus que la transition écologique est trop souvent dépeinte comme un ensemble de mesures liberticides et un retour en arrière. À la suite de la Convention citoyenne pour le climat, ils ont l'idée d'écrire une uchronie pour raconter l'avenir écologique de la France tel que la Convention l'avait dessiné. Bien plus qu'un catalogue de mesures illustrées, à portée de main, nous projette dans un futur proche heureux où tout a changé, mais les repères sont les mêmes, rendant ainsi l'espoir accessible au plus grand nombre. Vous pouvez les applaudir. Et je laisse également la parole à Monsieur Jean-Baptiste Avrillier, directeur de l'école. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle année des matinales de la transition écologique qui démarre de très belle manière. Deux mots pour vous redire que ce cycle de conférences qui est donc organisé par des étudiants de l'école que je remercie est quelque chose de très précieux dans lequel on vient enrichir le contenu de ce qui peut être fait à l'école en termes de formation pour nos étudiants sur le sujet de la transition écologique par des nouvelles approches, des nouveaux regards, des sujets un petit peu différents, décalés, d'autres points de vue, et puis de faire venir des conférenciers de très grande qualité pour proposer, compléter le panorama des regards, des analyses et des propositions qui sont faites sur la transition écologique. Et puis avec la volonté de l'ouvrir à l'extérieur aussi, puisque c'est des conférences qui sont ouvertes à nos étudiants, à nos personnels, mais aussi au public et aux gens qui sont extérieurs à l'école. D'ailleurs, je voudrais faire un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui sont extérieures à l'école aujourd'hui? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, on fait un maximum aussi pour communiquer à l'extérieur, pour faire en sorte que ces conférences soient connues et qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à nos deux conférenciers qui vont vous présenter un livre qui est extraordinaire. Je vous invite à vous procurer. Je vois qu'il y a une petite pile sur le bureau. Voilà. Et au-delà du contenu de la BD, de nous parler aussi de l'approche narrative sur la transition écologique. Merci beaucoup et bonne conférence à tous. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, je m'appelle Théo. Donc, Jonas est avec moi aujourd'hui. On remercie tous les deux l'équipe des matinales de la transition d'avoir pensé à nous et de nous avoir invités. C'est cool de revenir ici en amphia et tout pour parler de l'autre côté, cette fois-ci. Donc, moi, je suis un ancien de l'école. J'ai quitté l'école en 2016. Donc là, on va se présenter, je pense, rapidement, compléter un peu ce qui a déjà été dit.
et puis vous présenter le bouquin et après démarrer une séance d'échange directement avec vous sur ce rôle des récits dans la transition écologique, avec vous et puis avec l'équipe des matinales qui a préparé quelques questions aussi. Donc moi, j'ai quitté l'école en 2016, donc j'ai fait un cursus en 3 ans, ingénieur généraliste. Je suis parti travailler derrière dans le bâtiment et l'urbanisme, dans un bureau d'études d'environnement, avec la vague sensation qu'il se passait quelque chose dans la société autour de ces questions environnementales, énergie et autres. Et j'étais dans un bureau d'études d'environnement dans le bâtiment et l'urbanisme, qui avait une double approche qui m'intéressait déjà à l'époque, à la fois l'approche vraiment technique sur la qualité environnementale du bâtiment et également l'approche humaine sur comment est-ce qu'on construit aussi socialement des villes et des quartiers et comment est-ce qu'on construit avec les acteurs du territoire, les associations, etc. Et comment est-ce qu'avant que les urbanismes posent le crayon, on se fasse en sorte d'aller recueillir vraiment tous les besoins. Donc après avoir fait ça pendant 4 ans, avoir le sentiment d'avoir fait un peu le tour du domaine, j'avais envie de changer, un grand besoin de parler de ces questions de transition écologique de manière plus profonde et plus en rupture avec le modèle actuel. Et ce que j'ai choisi, du coup, c'était l'éducation et la pédagogie pour faire ça. Donc, je travaille aujourd'hui pour le Campus de la Transition, qui est une association qui a vocation à former à la transition écologique de manière plutôt systémique, avec une approche pluridisciplinaire, parler à la fois de récits, de philosophie, d'éthique, mais aussi de concret, de technique et autres. Et donc j'accompagne aujourd'hui une université, l'université de Cergy, dans la transformation de ces formations. Donc ça passe par de la cartographie des formations pour savoir où sont déjà les initiatives autour de la transition écologique et sociale, jusqu'à la formation des enseignants, la création de modules pour des étudiants et étudiantes. Voilà, donc je fais ça depuis 2 ans. Mais je ne suis pas venu pour vous parler de ça aujourd'hui, pas venu pour vous parler de la démarche qu'on a eue d'apporter demain. Mais peut-être qu'on en parle après que Jonas se soit présenté. Bonjour à tous et merci d'être venus de bon matin, enfin de moyen bon matin. Donc moi je m'appelle Jonas Segoul, je suis auteur-illustrateur de bande dessinée. J'ai commencé par une formation d'architecture que j'ai arrêtée avant de finir. Et je suis retourné vers ce que je voulais faire depuis le début, c'est-à-dire de raconter des histoires et de les illustrer. Et juste après avoir fini mes études d'auteur-illustrateur, j'ai eu le Covid, donc je n'ai pas fait grand-chose. Et assez vite après, Théo est venu me chercher et on a commencé à travailler sur ce qui allait être un peu le point de départ de cette BD. Donc au début, on se retrouvait juste pour parler de récits, d'imaginaire, essayer d'imaginer quelque chose, un scénario plutôt positif sur ce que pourrait être le monde de demain. Parce que tous les trois, avec Lucas aussi, on était un peu... on avait un peu marre d'entendre parler que d'effondrement, de catastrophes à venir, d'apocalypse, de post-apocalypse. Et on a ressenti le besoin d'écrire un récit qui se voilait la face sur l'état actuel des choses, parce que c'est vrai que l'état actuel des choses est quand même très alarmant, mais qui décidait de le traiter autrement et de se dire que comme on était encore là, et pour encore un petit moment au moins, on avait encore beaucoup de choses à faire, et ces choses à faire là, c'est là-dessus qu'on voulait se concentrer. Et assez vite, parce que je crois que Théo et Lucas sont venus à se pencher sur le rapport de la Convention. On s'est dit, là, voilà, c'est ça. Ça, c'est des choses concrètes qui se font, qui portent de l'espoir et qui prouvent qu'il y a des gens qui sont prêts encore à proposer des idées, à aller de l'avant et à pas se résigner à dire c'est foutu ou on n'y arrivera jamais. Et donc on s'est penché là-dessus et on s'est dit peut-être que le gouvernement n'a pas fait grand-chose, mais nous on peut essayer d'en faire quelque chose et de montrer un peu à quoi pourrait ressembler une France qui a vraiment mis en place tout ce qu'a proposé la Convention, tout ce que la Convention voulait faire. Voilà. Donc est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez tous entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat ? Levez les mains ceux qui n'ont pas entendu, par exemple, parler de ça, ou très peu. N'ayez pas peur.
Ok. Donc quand même, vous êtes tous à peu près au courant de la mission. Je vais la rappeler quand même. Donc la mission de la Convention citoyenne pour le climat, c'était de faire des propositions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre territoriales de la France par rapport à 1990 et d'ici 2030, et le tout dans un esprit de justice sociale. Donc ça, c'était le point de départ. Et ce qui en est ressorti, c'est un rapport de 426 pages qui s'étale sur 5 thématiques. 5 thématiques qui sont censées représenter un peu tous les aspects de la vie quotidienne des Françaises et Français. Donc dans les 5 thématiques, on a consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Et donc dans ces 5 thématiques-là, il y a 149 mesures qui ont été proposées dans le but de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre territoriales. Je précise territoriales parce que c'est assez important, il y a une différence à faire. Parce que les émissions territoriales ne prennent pas en compte tout ce qui est lié à l'import-export, tout ce qui est lié aux produits qu'on consomme en France mais qui ne sont pas produits en France. Et aux énergies même qui ne sont pas produites en France et qu'on achemine en France, tout ça ne rentre pas dans les émissions territoriales. Donc c'est quand même beaucoup aussi. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Jonas et moi, on est cousins germains. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble. En fait, on n'est pas juste arrivé avec Lucas à dire « il nous faut un dessinateur ». Et on a trouvé un dessinateur. Non, en fait, mon cousin était dessinateur, donc j'en ai profité pour aller le chercher. Et on a décidé de faire ça à 3. On s'est lancé dans une démarche à 3 plutôt proche, quoi, pour se mettre en action. Lucas, c'est arrivé à un moment où moi, je venais de quitter mon travail. Lucas venait de quitter son travail. Et on avait besoin de parler de ces sujets-là. Et on avait envie de le faire d'une autre manière que via l'ingénierie qu'on avait plutôt l'habitude d'attaquer. Et donc, on s'est dit, créativement, ce serait chouette. Tu sais dessiner? Non, je sais pas dessiner. Toi? Non, je sais pas dessiner. Donc, on a appelé Jonas et on s'est dit qu'on ferait ça tous les 3. Donc, le projet était bénévole à la base, juste pour faire parler des mesures. On a très vite contacté les 150 citoyens, citoyennes pour s'assurer de ne pas déformer leurs propos et que si c'était le cas, on s'arrêterait en fait dans ce projet-là. Et on avait vocation à juste le diffuser sur les réseaux sociaux, mais étant à peu près nul en communication, que ce soit Jonas ou nous. Du coup, on a décidé de le faire éditer et de voir s'il pouvait y avoir aussi moyen de le diffuser différemment, quoi, diffuser ce travail différemment. Qu'est-ce que je peux rajouter sur le bouquin? Jonas vous a dit, il y a 5 thématiques dans le rapport. Et les propositions étaient réparties dans ces 5 thématiques-là. Nous, on a choisi de les garder et d'en faire 5 chapitres dans le bouquin. Et les propositions, comment est-ce qu'on les a illustrées? Il y en avait 149 qui ont toutes été triées en gros paquets de propositions qu'ils ont appelés des objectifs. Ils en ont fait 43. Un objectif peut regrouper 1 ou 10 propositions. Et pour chaque objectif, on a décidé de faire un scénario de 2 pages. Donc, ce n'est pas un long récit qui fait les 120 pages de la BD. C'est des petits scénarios de 2 pages, comme ça, genre, qui illustrent l'objectif, le paquet de propositions. Et donc, dans un monde qui aurait mis en place toutes ces propositions de l'objectif. Donc, c'était ça l'idée. C'était comme ça qu'on a décidé de le prendre positivement, de se dire, voilà, à quoi ça pourrait ressembler juste. On va donner notre vision. Ça va donner un point de départ, comme aujourd'hui, pour discuter peut-être de vos visions de l'avenir. Et puis voilà, donc là je sais plus, c'est sur la consigne, celui-ci je crois, sur la consigne, et donc c'est juste montrer un supermarché où on fait les courses différemment, montrer des vieux réflexes qui s'en vont et des nouveaux qui arrivent. Donc là on a 3 générations qui sont à table, la fille, le père et le grand-père, et le père qui est de la génération du milieu va jeter sa bouteille de verre à la poubelle et se fait engueuler à la fois par sa fille et à la fois par son père, qui eux deux avaient l'habitude de la consigne il y avait à l'époque. Donc voilà, c'est ce genre de projection qu'on a faite, c'est très rapide. C'est pas un long récit qui se déroule, c'est à chaque fois plein de petits récits et qui sont tous un peu différents. On en a qui n'ont pas de dialogue, qui sont juste visuels et pour laisser un peu divaguer l'esprit.
Et à chaque fois, vous voyez, là je pense que vous n'arrivez pas à lire d'ici, mais dans les encadrés qui sont en haut des cases, de chacune des cases, là c'est plutôt une synthèse vraiment du rapport, histoire qu'il y ait aussi de la matière et que le bouquin soit aussi un peu pédagogique, dans le sens où on fait passer les informations qui étaient vraiment dans le rapport, qu'on a remis un peu à jour, parce que c'est des infos qui datent des chiffres qui dataient de 2019 ou ce genre de choses, et nous on a écrit entre 2021 et 2023 là. Donc on a tout remis à jour, d'ailleurs même entre le début où on a écrit et la fin, il fallait qu'on remette à jour des chiffres. Donc on a essayé de faire ça, on a fait ça pour les 5 chapitres, et la vocation du bouquin c'était faire connaître les propositions qui sont selon nous intéressantes. Enfin en tout cas les messages qu'on avait derrière et les idées qu'on avait avec ce livre, c'était ça. C'était faire parler de l'expérience démocratique aussi, de la Convention citoyenne, et parler et travailler ce rôle des imaginaires et présenter des récits positifs. Mais pour parler de l'expérience démocratique, à la fin de chacun des chapitres, on a fait une petite interview comme ça d'un ou une citoyenne qui a participé au groupe de travail, parce que les citoyens ont été aussi répartis aléatoirement dans les groupes de travail et travaillé que sur une thématique pendant les 9 mois de la Convention. Et donc, pour faire ressortir du coup le vécu, les bénéfices ou pas d'une expérience démocratique comme celle de la Convention, on a fait ces petites interviews. On a posé quelques questions à tous les citoyens et citoyennes et on a regardé, à un ou une citoyenne, et on a regardé ce qui en ressortait. Donc voilà, c'était aussi une manière pour nous de faire parler de l'expérience démocratique, puisqu'en soi, les petites histoires qui sont plutôt projectives, qui sont des projections, elles n'en parlent pas. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour du bouquin, de l'histoire du bouquin, de comment est-ce qu'on l'a créé. Je veux rajouter une petite chose aussi. Comme disait Théo, il y a chaque double page, dans les encarts en haut de page, c'est le rapport qui est retranscrit, qui est résumé. C'était ça aussi le but de la BD, c'était de diffuser un peu plus ce travail qui avait été accompli par les citoyens, parce qu'il a été plus ou moins passé sous le tapis par le gouvernement, et il y en a beaucoup de gens qui ont pas su toute l'étendue de ce travail-là qui était quand même assez énorme. On a beaucoup, surtout Théo et Lucas avec moi derrière, qui leur disaient plus court. On a beaucoup travaillé pour réduire, parce que 426 pages, c'est quand même pas rien. Et c'est des gens qui ont fait ça un week-end par mois pendant 9 mois. Donc, et à côté de ça, ils ont donné de leur temps alors qu'ils avaient des travails à côté. Ils avaient leur taf à faire, ils avaient leur vie à vivre, et ils ont quand même donné de leur temps pour faire ça. Donc c'était aussi important de transmettre un peu, et en résumant, parce que qui va aller rechercher en ligne ce rapport et se le coltiner, je pense très peu de gens. Donc l'idée, c'était un peu de le rendre aussi plus accessible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions peut-être sur le bouquin ou notre processus de création. Et sinon, on enchaîne. Eh ben, on enchaîne alors. Avec les questions que vous avez pour nous. Voilà, donc comme vous l'avez souhaité, on va donner une large part du temps qui nous est alloué pour essayer d'avoir un moment d'échange tous ensemble. Nous, on a préparé des questions par thématique. Donc je vais annoncer un peu les thématiques, et puis je vais vous demander dans la salle de préparer, en parler de vos questions pour pouvoir les poser au fur et à mesure, s'il vous plaît. Donc la problématique qu'on s'est donnée, c'est de savoir comment les récits et les imaginaires peuvent influencer la perception du public et des décideurs publics en matière de changement climatique et de durabilité. Et je vous propose de commencer par le premier thème, qui est passer de l'émotion à l'action raisonnée. Donc ma première question, c'est quel rôle joue l'émotion dans la narration, et comment cela peut-il influencer l'engagement du lecteur envers les questions environnementales? L'émotion, c'est un vecteur d'information comme il y en a d'autres. Les images en sont un aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, on utilise parfois, sans s'en rendre compte, les émotions pour faire passer des informations. Ça marche très bien, par exemple, avec l'humour. Il y a beaucoup de comédiens qui font des
des commentaires sur la société, des humoristes qui font des commentaires sur la société par le biais de la satire. Donc en faisant rire les gens, on leur fait passer des informations aussi. Donc c'est vraiment important enfin, faut pas sous-estimer le rôle que peuvent avoir les émotions au-delà d'une information purement scientifique, technique, construite. Parce que souvent, c'est par là qu'elles passent sans qu'on s'en rende compte, en fait. C'est les informations. Il y a beaucoup de politiciens qui utilisent les émotions pour arriver à leur fin. On peut susciter la colère, on peut susciter l'indignation, on peut susciter la peur. Et pour revenir aux questions environnementales, ces dernières années, on a beaucoup utilisé la peur pour faire passer des informations en utilisant le ton de l'urgence, en disant qu'il n'y avait plus le temps, que plus on attendait, moins on aurait de chances de se sauver, et ainsi de suite. Donc ces émotions, en effet, la peur, ça peut être un moteur très fort, mais ça peut aussi être un frein. Donc il y en a qui ont fini par, à force d'entendre ce discours et d'avoir beaucoup de récits qui traduisaient un peu ce discours, parce qu'il y a eu énormément de récits post-apocalyptiques ces dernières années. Je pourrais vous donner quelques exemples, mais je pense que vous en avez déjà pas mal en tête aussi. Il y avait le très populaire Hunger Games. Il y en a d'autres, des séries comme ça. En plus, ce qu'on donnait, ça, c'est Hunger Games, c'était des séries de romans pour ados. Donc déjà, ça commençait assez tôt. Et du coup, c'est vrai que là, la peur, ça peut aussi freiner. Ça peut aussi dire, bon, bah, c'est déjà trop tard, en fait, donc je vais profiter de ce qui me reste de temps à vivre, et puis c'est pas mon problème, ce sera soit celui des générations futures, mais de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est déjà trop tard, donc j'arrête. Ou j'ai peur, je panique, je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je pourrais faire ça, ce sera jamais assez, est-ce que je pourrais faire ça, ce sera jamais assez, qu'est-ce que je fais Donc les émotions, c'est très important, et ça peut influencer beaucoup de choses. Et pour ce qui est de la question de l'environnement, nous on a vu l'effet que pouvait avoir la peur, puisque c'est celui je pense que c'est celui qui est encore le plus répandu. Mais là, on voulait nous partir sur quelque chose d'un peu différent, qui était plutôt essayer de se tourner vers l'espoir, et le fait que comme on était toujours là, il y avait encore beaucoup de choses à faire, et aussi avoir des choses à imaginer, ça pouvait être motivant, ça pouvait donner envie aux gens de se réintéresser aux questions, parce que y a beaucoup de choses à réimaginer, donc c'est beaucoup de choses à créer, et ça peut être extrêmement motivant de réimaginer tout un monde, ou en tout cas des parties. Je ne sais pas si tu veux compléter. Si, je peux compléter en disant que j'aime bien voir aussi l'émotion comme un peu une source du souvenir, ou d'un marqueur très fort dans notre mémoire. Et que ce soit en lisant un bouquin, et là c'est pour faire le lien du coup avec l'engagement vis-à-vis de la transition, que ce soit en lisant un bouquin, en regardant un film ou autre, si on arrive à se rappeler d'une information ou d'un truc qui nous a fait du bien, qui nous a fait sourire, ou qui nous a fait... Enfin, je sais que nous, on a utilisé ça, en tout cas, on a cherché à provoquer ce genre de choses dans le récit, en se disant, bah, là, si on rend le truc marrant, ce sera peut-être un peu chouette, ou si on rend le truc un peu même nostalgique, ou, enfin, je sais pas, c'est des émotions qui sont assez agréables à... On s'en rappelle, ah tiens, ça c'était quand même chouette, ouais, c'est ça, donner envie par l'émotion. Moi, je pense que c'est intéressant, ça peut servir la narration, et en même temps les causes défendues par le récit lui-même. Ouais, voilà. J'y ai pensé, j'ai pas parlé aussi d'une émotion très forte, la culpabilisation, qu'on utilise aussi beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus motivant non plus. Voilà. Ok. Et donc pour info, on a un micro à faire passer dans la salle si jamais vous avez des questions. Que ça reste pas juste une discussion à trois, mais avec vous, ça peut être chouette aussi. Voilà. Donc vous pourrez le voir si vous vous procurez le livre. Et donc à chaque fois,
c'est très bien amené les sujets, puisque sur chaque double page, la proposition, l'objectif qui est illustré, il est ancré vraiment dans une expérience qu'on peut avoir et qui tourne souvent autour d'une émotion. Et tu as parlé de la nostalgie, notamment, moi je me souviens des planches sur des fêtes de village ou des moments passés en famille, etc. Et ça permet vraiment d'avoir en fond ces émotions-là simples Oui, portent, qui parle bien à pas mal de monde. Du coup, c'est un peu ce qu'on a cherché. Ouais. C'est un principe qu'on utilise beaucoup dans les récits et que vous voyez dans beaucoup de récits, ce qu'on appelle l'identification. C'est en tant qu'être humain, on a une grande facilité à s'identifier à tel ou tel personnage parce qu'il partage une ou plusieurs de nos expériences. Et c'est ça qui fait la force des récits comme vecteur d'information aussi, c'est qu'on se dit « Ah, ce personnage, j'ai vécu des choses comme lui. Du coup, je vais avoir plus d'empathie pour ce qui lui arrive et du coup, je vais plus facilement emmagasiner toutes les informations qui tournent autour de lui. » Et ça, c'est juste, pour la plupart des gens, à part les psychopathes, on a tous de l'empathie. Donc, c'est comme ça qu'on s'identifie au personnage et qu'on partage ses émotions. Et moi, j'ai été trop content. J'ai un ami qui travaille à l'ADEME qui m'a envoyé un message un jour en disant mais dans telle histoire, en fait, c'est mon métier que t'as mis. Je dis ah bah je savais pas et du coup c'est trop cool parce que nous on a essayé d'imaginer ce qui pourrait être chouette et en fait bah du coup ça existe déjà pour quelques détails qu'on a mis dedans ou quelques histoires ou quelques justes manières de vivre et donc il s'y est identifié au personnage aussi et ça lui a fait plaisir et ça m'a fait plaisir aussi qu'il me dise ça. C'était cool de voir que en fait ben c'était pas si loin de nous ce qu'on avait dessiné et imaginer. Et du coup, justement, tu viens de donner un exemple, mais est-ce que vous avez d'autres exemples de réactions de lecteurs ou voilà, d'amis à votre travail et qui illustrent un peu comment ces émotions-là que vous avez suscitées par la fiction, elles ont pu transformer l'engagement individuel en action concrète? J'ai un exemple concret d'une amie assez proche qui est avocate et qui, après avoir lu la BD, m'a montré une photo. Elle avait mis des petits marque-pages un peu partout, enfin des petits post-it là. Voilà, pour dire ah ça, je vais pouvoir toutes ces mesures-là. Il y a plein de choses que je pourrais appliquer dans mon cabinet. Je vais en parler à mes patrons et on va voir ce que ça peut faire. Mais c'est un peu ça aussi qu'on voulait susciter avec la bande dessinée, c'est-à-dire que les gens s'emparent un peu de ce qu'on avait proposé, de nos imaginaires et qui se les approprient et qu'ils les appliquent s'ils voulaient tel quel ou à leur façon dans leur quotidien. C'était aussi ça l'idée, c'est aussi ça la force du récit, c'est le fait de pouvoir un peu transmettre des idées aussi avec les émotions. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Non, pas forcément. Je cite ton exemple des fois. Voilà. Je sais que tu l'aimes bien. Non, mais j'allais poser une question. Du coup, on est sur les émotions. J'allais vous poser une question. Est-ce que vous avez une œuvre ou un récit ou quelque chose que vous avez lu, vu, entendu récemment qui vous a suscité de l'émotion et dont vous vous rappelez et pourquoi vous vous en rappelez ou je sais pas, pour qu'on puisse échanger un peu. Moi, je suis sur One Piece en ce moment et ça fait 3 mois et j'ai l'impression d'être un enfant et en même temps, j'y trouve plein de messages d'adultes, plein de messages aussi d'espoir. Il faut rêver, il faut croire en ses rêves. Voilà, je m'amuse bien en ce moment avec One Piece et puis en même temps, je me dis que c'est bien trouvé pour pas mal de choses. Il y a une île qui est complètement polluée, donc il y a des petits trucs qui passent comme ça pour les jeunes, les adolescents. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. En même temps, ça me fait rire. Il y a des choses qui me font rire. Et puis, voilà. Je sais pas vous. Aucune émotion dans la salle. Si, là-bas. Moi, l'année dernière, j'ai découvert Princesse Mononoke. Et, Pardon, j'ai pas entendu. Princesse Mononoke. Ouais, de Ouais. Miyazaki.
Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les sujets environnementaux et sociaux aussi. On voit bien la lutte des deux enjeux qui des fois sont difficilement compatibles. Et il faut vraiment que je le revoie. Ok, merci du partage. Vous l'avez vu? Il est bien. Ils sont bien les Miyazaki. Ouais, vas-y. J'en profite pour donner aussi un exemple. J'étais sur les mêmes idées. Globalement, les films de Hayao Miyazaki qui ont une forte composante environnementale, Ouais. souvent assez tragique. Moi, le film qui me parle le plus, alors c'est pas Hayao Miyazaki, je crois. C'est des studios Ghibli. C'est Pompoko. Ok. Pas vu ça. Qui, quand j'étais petit, c'était juste une histoire marrante qui parle de ratons laveurs bizarres. Et je l'ai redécouvert plus tard et j'ai découvert que qu'il y avait vraiment toute une réflexion sur le changement, la réduction du vivant, etc. Qui par contre n'a pas du tout qui est extrêmement tragique, qui n'a pas du tout Ce côté qui a positif. pas très positif, quoi. Il y a beaucoup d'espoir tout au long du film, mais ça reste quelque chose de très tragique. Mais c'est beau l'espoir en même temps. Moi, c'est un truc qui me parle bien. On peut en prendre un ou une dernière, et puis sinon, on passe à la suite. Ouais, carrément. Témoignage personnel aussi, mais pour ceux qui connaissent Game of Thrones, Ouais. j'étais assez halluciné parce qu'en fait, le gros succès qu'a eu cette série dans les années 2010, c'était Winter is Coming, c'est-à-dire il y a un danger existentiel qui menace l'humanité et qui va s'abattre sur nous et qui va remettre en cause la manière dont on vit. Et je pense que dans le succès, ça a été analysé plusieurs fois, il y a vraiment un parallèle avec le réchauffement climatique, quoi. Il y a un danger existentiel qui arrive et il faut que les gens s'unissent et voir ce qu'ils peuvent faire pour surmonter leurs divisions et essayer de travailler ensemble. Et je pense que ça a été aussi à la hauteur, cette attente et ce corollaire a été à la hauteur de la très très grosse déception sur la chute de la série, pour ceux qui connaissent, qui est absolument lamentable. Faut faire comme ça, du coup. Ce serait cool. En disant, tout d'un coup, le grand danger existentiel, voilà, bon, on l'a tué, il n'existe plus, voilà, tout va bien. Merci, happy end. Et du coup, les gens il y a une désadhésion très très forte par rapport à la fin de la série, en disant, non, ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible, parce que c'est pas ça l'histoire de l'humanité, quoi. C'est vrai que c'était plutôt une décision. Je pense qu'ils ont essayé de finir un peu vite, mais bon, ça c'est un avis personnel. Mais c'est aussi, ça peut être aussi important d'avoir dans les récits, de garder dans les récits un espace où les choses peuvent se résoudre de façon des happy end en fait, parce que dans la réalité c'est peut-être pas souvent le cas. Mais les récits, c'est aussi un espace qui est en dehors de la réalité. Et ça peut être important d'avoir ces espaces-là où l'esprit peut se reposer de toutes les mauvaises fins de la réalité et en voir une bonne quand même. On a quand même le droit d'imaginer encore des histoires qui finissent bien. Donc c'est vrai. Moi, j'étais quand même content quand il n'y avait plus l'hiver, quoi. C'était sympa. Même si j'ai pas trop aimé la fin de Game of Thrones, j'étais quand même content quand il n'y avait plus l'hiver. T'avises pas un jour de faire une histoire qui termine mal parce que je t'attends au tournant. Il n'y en aura pas. Merci. Moi, c'est marrant parce que je suis un peu d'une autre planète peut-être, mais j'ai jamais regardé une série de ma vie encore. C'est pas grave. Mais je voulais juste témoigner d'une chose. Après avoir vécu quand même quelques années d'éco-anxiété, ce qui surtout amène de l'émotion chez moi, c'est d'être passé à l'action finalement. Enfin, c'est assez mélangé finalement. En intégrant, en faisant partie d'associations, donc je fais partie d'un jardin partagé. Je suis partie d'une association qui s'appelle EVEAT, envers et avec tous. Aussi les lombrics utopiques, enfin, tout ça, ça se passe autour de Sucé-sur-Erdre. Et en fait, je trouve que l'émotion, elle est surtout dans les rapports concrets avec les autres et le fait de se mettre en action collectivement et de faire des choses concrètes. Ouais, on entend souvent ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'entends souvent ce soulagement ou cette émotion positive suscitée par le collectif. Et je trouve que c'est un beau témoignage à chaque fois. J'en suis convaincu que le collectif sera vraiment important. Et
Et tu citais la petite fête suite à la réapparition de la ligne, de la nouvelle ligne. En fait, le collectif, il est très présent aussi dans les histoires qu'on a racontées dans cette BD parce que moi, je l'ai vécu aussi comme ça. J'ai intégré une association, j'ai été faire du bénévolat à droite à gauche et ça m'a fait du bien aussi de me retrouver dans le collectif. Et même la preuve en est, on a écrit cette BD à 3, quoi. Et on s'est retrouvés tous les 3. Je tiens à préciser que sans Lucas et Théo, la BD n'aurait pas du tout vu le jour. C'était pas possible pour moi, sans aide. Voilà. On peut en discuter, ouais. Ouais, moi ça me fait penser à une autre BD. Alors ce que je trouve super dans les BD, c'est que ça permet de diffuser des messages qui ne sont pas toujours très faciles à appréhender. Le rapport de 400 pages dont vous parlez, là, je ne sais pas qui l'a lu finalement. Nous. Ouais, super. Merci de l'avoir fait. Et merci de diffuser ça via la BD. Et la BD à laquelle je pense, c'est la série des petits traités d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi. On en a déjà parlé. Oui. Et ce que je trouve fort dans cette BD, c'est que c'est très drôle et ça fait passer des concepts compliqués d'anthropologie, d'ethnographie, notamment les idées de Philippe Descola qui, pareil, sont... Moi, j'ai acheté une fois un livre de Philippe Descola et je ne l'ai pas lu, en fait. Je l'ai pas lu, c'est compliqué à lire. Et les BD, là, c'est vraiment super. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à lire ces BD qui sont très drôles et qui nous plongent dans un monde majoritairement animiste, avec un village qui reste dans le monde d'avant et qui est observé par un anthropologue hachoir. Et c'est très drôle. Voilà. Mais un très bon exemple de l'utilisation de l'émotion pour faire passer des messages d'anthropologie, d'écologie. Et en traitant par l'absurde, on peut montrer comment en fait c'est le monde réel aussi qui est très absurde. Donc voilà, Pignocchi fait usage de l'humour pour faire passer ses idées. Donc c'était juste voilà, tous les récits le font hein, de toute façon, c'est pas Pignocchi ou nous. Les émotions, ça reste quand même quelque chose. C'est comme ça qu'on converse les uns avec les autres par nos émotions, plus ou moins fortes, mais la plupart du temps, c'est en tout cas l'impression que j'ai. Bonjour. Bonjour. Moi, dans un domaine parallèle, ça me fait penser à la BD culottée, donc plutôt dans un domaine féministe. Ouais. Mais ça m'a fait vraiment me rendre compte de l'importance d'avoir des représentations pour réussir à se projeter dans un système différent et aussi de se rendre compte à quel point on est plongé déjà dans une représentation. Donc sur la prise de conscience, je trouve que le format BD ou ce genre de format est vraiment très intéressant. Ouais, elles sont bien, hein, les BD culottées. Moi, je les ai dévorées. C'est des petites histoires, ça se lit vite. Et c'est que des femmes, quoi, et qui ont eu des vies extraordinaires. Et c'est trop bien. C'est trop bien de voir ça. Effectivement, c'est une super. Il y a 2 tomes, je crois. Vraiment, je recommande aussi. Voilà. Oui, c'est des très bons exemples aussi de réinscrire dans la narration, dans l'histoire qu'on se raconte aussi, parce que c'est des histoires vraies. Mais une histoire vraie, c'est aussi une histoire. Et donc c'est très très bien d'avoir de la diversité dans les histoires qu'on se raconte et de ne pas avoir tout le temps les mêmes personnages qui font les mêmes actions. Et d'utiliser des vraies histoires pour dire aux gens c'est d'autant plus présent, d'autant plus réel que finalement c'est des histoires qui sont vraiment passées. Il faut que dans l'imaginaire populaire, dans les histoires qui sont les récits qu'on se raconte tout le temps, il y ait des nouveautés aussi, et il y ait des nouveaux points de vue pour qu'on puisse avancer. Je chope ta réponse au vol puisqu'elle me permet de faire la transition. Tu parles de vraie histoire et de réalité alternative. Comment, pour vous, est-ce que la réalité alternative que vous avez illustrée dans la bande dessinée
est-ce qu'elle a vocation à se réaliser? Alors la question est un peu vague. Est-ce que c'est des prophéties qu'on a écrites? Je sais pas. Je sais pas si elle a vocation à se réaliser. Nous, on l'a écrite pas tant dans l'esprit qu'elle se réalise, mais dans l'esprit qu'elle soit le point de départ de conversation, et peut-être que un petit truc se transforme, et sans forcément que l'ensemble du projet se réalise. Mais oui, après, forcément, quand on l'a pensé, on s'est dit que ce serait cool que ça donne envie, et que ce soit utilisé pour débattre, pour faire passer des nouvelles choses. Après, je sais pas, ce serait bien prétentieux de se dire que ça va se réaliser parce qu'on a écrit la BD. Mais c'était important, selon moi, de représenter une réalité alternative. Après, elle fera le chemin qu'elle aura besoin de faire, cette réalité alternative. Mais déjà, si elle enflamme les débats au repas de famille, c'est cool. Ça me va comme forme de réalisation. Juste susciter l'échange, ça me suffit. Et en plus de susciter l'échange, si ça peut aussi inspirer des idées à des gens, parce que la BD, c'est notre vision à nous trois des propositions, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule et l'unique. Et l'idée, c'était aussi de donner aux gens les moyens d'imaginer leur propre version de à quoi pourrait ressembler la France, qui est un peu plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions? On a fait plusieurs choses. Il y a plusieurs, je dirais, personnages ou grands types de personnages. À chaque fois, c'est des individus qui sont représentés, mais dans les petites histoires, on a à la fois été chercher des scènes de la vie quotidienne privée, je dirais de l'ordre privé. On a été chercher des scènes aussi qui sont liées à l'entreprise, et on a été chercher des scènes qui sont liées aussi aux collectivités. Donc en fait, on a essayé de représenter un peu le système de cette manière-là, mais via des individus et via des petites histoires à chaque fois. Mais oui, quand on dit la France, c'est la France du citoyen, de la citoyenne, de l'entreprise et de la collectivité. Parce qu'il y a des mesures qui traitent un peu de ces différentes entités de la société. Pour continuer, la convention citoyenne, c'était quand même, ça a été missionné par l'État. Donc toutes les propositions qui en découlent, ça vient quand même d'un organisme d'État. Et si dans l'idéal, c'est pour tous les Français qui vivent en France, et toutes ces mesures-là devraient s'appliquer à tout le monde, on est quand même parti de quelque chose qui a été supervisé par un gouvernement. Donc c'est pas l'idée de la convention. L'idée de la convention, c'était, comme je dis, la mission, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Donc l'idée, c'était de faire porter la responsabilité équitablement, et pour que tout le monde puisse s'en sortir. Un exemple concret. Mais non, les propositions ne reposent pas toutes sur l'individu. C'est quelque chose auquel je suis hyper vigilant, moi, de ne pas surresponsabiliser l'individu, de ne pas tomber dans les travers de c'est à nous de faire les choses en tant qu'individu, de changer notre quotidien et on changera la face du monde. Ça, c'est faux. Notre action individuelle est indispensable, mais elle n'est pas du tout suffisante. Mais dans les propositions, là, je sais pas, j'en ai ouvert une. Rendre les négociations tripartites plus transparentes et plus justes pour les agriculteurs. Donc là, on n'est pas sur de l'individu, c'est comment est-ce qu'on fluidifie les échanges commerciaux
Et les propositions sont dans ce sens-là. Après, il y en a plein sur la politique agricole commune. Il y a des trucs sur la politique agricole commune, sur la formation, comment est-ce qu'on développe la formation à l'agroécologie, par exemple. Là, on responsabilise pas l'individu et on est vraiment sur un changement de système, puisqu'on parle d'un changement de système éducatif, on parle d'un changement de système commercial. Donc, non, on a été hyper vigilants là-dessus, parce que ça nous plaît pas quand on dit que c'est à nous de changer. Après la prophétie, quel est l'avenir des prophètes? Plus sérieusement, je comprends bien que l'intention de cette BD, c'était de proposer un récit dans lequel on puisse se projeter, qui puisse mettre en action, qui ne soit pas juste un récit anxiogène qui renforce l'éco-anxiété. Mais pour vous, la suite, ça ressemble à quoi, du coup, dans cette mise en récit de futurs souhaitables? La suite de quoi? De nous? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Je sais pas. Déjà, on en parle, on le diffuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'en parler, en fait. Juste de discuter de ces récits, de leur rôle. Si c'est un prétexte pour parler du rôle sociétal des récits, bah, très bien, en fait. Moi, si je peux avoir ce support-là qui me permet aujourd'hui... j'ai ce support-là qui me permet d'aller dans les collèges et les lycées, aujourd'hui. On va dans les collèges, les lycées, pour dire à des enfants que, en fait, les histoires, c'est hyper important. Et très bien. Si ça m'a servi juste à ça, c'est très bien. Moi, ça me convient parfaitement, parce que les histoires sont hyper importantes. Et donc, si c'est juste une histoire qui va faire prendre conscience que les histoires sont importantes, pas très bien. Partons là-dessus, partons sur ce message-là. Intéressons-nous aux histoires, prenons conscience que notre société, elle se fonde sur tout un tas d'histoires qu'on se raconte. Juste l'argent, là, aujourd'hui, ça nous paraît évident de donner un bout de papier et de recevoir, de l'échanger contre d'autres choses, mais en fait, c'est une convention sociale, c'est une histoire qu'on se raconte. Allez, faisons comme si je te donne ce bout de papier, tu vas me donner du pain en échange. Ouais, c'est du pain qui coûte cher. Mais du coup, voilà, si c'est un prétexte pour faire ça, si c'est une histoire qui va venir se fondre dans la masse des histoires et qui en même temps, c'est très bien en fait. Moi, je veux juste que les histoires, elles servent en fait, que les histoires, elles soient utiles à notre société et qu'elles ne soient pas l'inverse et qu'elles ne nous emmènent pas dans le mur ou qu'elles ne soient pas délétères pour la vie. En fait, si c'est proposer des histoires qui vont en inspirer d'autres histoires, et c'est pour ça que je disais si ça peut faire des échanges dans un repas de famille, c'est très bien. En fait, on va continuer de se raconter des choses. Voilà, moi c'est à ça que je veux que ça serve, quoi. Que ça me serve en tout cas, de discuter, de montrer que les histoires c'est cool et que on se fait plus de soirées où on se raconte des histoires. J'aimerais bien refaire ça avec mes potes. Allez, ce soir, il y en a un qui ramène une histoire et juste on s'écoute. Ce serait cool. La suite, je vais dire que je vais continuer à raconter des histoires et à les illustrer aussi. Et pas forcément que sur des sujets d'écologie ou de démocratie ou des sujets plus sociétaux. Là, j'écris quelque chose qui est un peu plus vague, un peu plus large, qui va parler d'amour. Mais c'est tout aussi important, je trouve, d'avoir ces récits-là, parce qu'ils peuvent servir à tout à chacun. Ils peuvent y trouver, pourrait y trouver un élément de réponse émotionnel qui peut l'aider dans sa vie à un moment donné. C'est ça aussi, les histoires, on ne sait jamais comment elles peuvent venir nous aider parfois. Donc la suite, je pense que, en bref, ça va être plus d'histoires et continuer à partager celles qu'on a écrites et qu'on va écrire. Pour continuer à poser des questions pratiques, à un moment quand j'ai lu le livre, je me suis demandé comment est-ce que vous faisiez concrètement pour injecter des notions scientifiques dans la narration ou dans un discours politique de manière plus générale. Et du coup, d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière que vous avez eu d'aborder la narration
et les personnages comme concept littéraire pour créer une expérience qui soit immersive pour les lecteurs, pour le mettre en confiance d'abord. Tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Pour la narration, on partait toujours du texte du rapport de la Convention, et on le lisait chacun de notre côté, puis on essayait de voir les idées qui nous venaient avec ce qu'on venait de lire, et ensuite on en discutait à trois, donc parfois on allait très très loin dans des délires qui n'étaient pas forcément réalisables, mais voilà, ça nous a inspiré plein d'idées, ce texte très brut. Et une fois qu'on avait une idée qui nous convenait, ensuite on essayait de la faire pas rentrer dans le quotidien, mais de trouver un quotidien qui pourrait exprimer ce qu'on avait compris du rapport en fait. Donc je dirais l'idée c'était un peu essayer au maximum, parce qu'on a nos expériences, Théo, Lucas et moi, et on fait partie d'une certaine classe sociale, donc forcément on n'a pas le même regard que quelqu'un d'autre sur la société ou sur l'expérience de vie, mais on essayait un maximum de se mettre dans les bottes d'un tel ou d'une telle, et de montrer un peu à quoi pourrait ressembler leur quotidien maintenant que ces mesures-là étaient appliquées. On a essayé au maximum, parce que dans l'idée on voulait être positif, ça c'était dès le début un choix quand même. Mais on voulait éviter de tomber dans la pub aussi, en disant waouh, maintenant la France, tout est magique, tout est fantastique, c'est bisounours, tout le monde va bien, tout le monde s'aime. L'idée, c'était quand même d'essayer au moins un petit peu, je ne vais pas dire d'être réaliste, mais d'être un peu plus nuancé sur le propos, même si le ton global restait positif. Et moi, du coup, je vais répondre à ton autre question alternative, qui était comment on fait passer des chiffres ou autres via le récit. J'avoue, on a triché. En vrai, dans cette BD là, ça a été compliqué de faire, de passer des chiffres ou d'être juste vraiment comme on cherchait à se détourner de la simple illustration vraiment qu'on réfléchissait plus une histoire qui englobait plusieurs concepts qui étaient à l'intérieur du truc. Les chiffres, on les a plutôt mis dans les encadrés, en fait. On s'est dit, là, on va juste faire se parler les chiffres avec une petite situation, mais les chiffres, ils sont vraiment déconnectés du récit et de la narration. Ils sont plutôt là en appui du propos, en synthèse du rapport ou ce genre de choses. Et après, sinon, non, c'est plutôt des chiffres. Là, je sais pas, je regarde celle-ci où on n'a pas des chiffres du pourcentage de vélos qu'on voudrait voir revenir, ou juste on a des images qui montrent qu'il y a beaucoup de vélos. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais dans le récit en lui-même, on n'a pas beaucoup de chiffres qui sont ressortis. Alors après, sur les notions scientifiques comme les frontières planétaires par exemple, on a juste finalement un procès qui est lié à une entreprise qui n'aurait pas respecté les frontières planétaires. Mais les frontières planétaires ne sont pas directement citées dans le récit, elles sont citées dans l'encadré qui est au-dessus. Donc c'est un peu de la triche, j'avoue. On a un peu triché, mais c'est ce qu'on a choisi de faire pour ce format-là. Comme il dit, c'est un peu la triche, parce que les encadrés font quand même partie de la BD, du récit, et on a un maximum, autant qu'on a pu, essayer de les faire dialoguer avec les images qui se passent en dessous, pour qu'il y ait une sorte de dynamisme et une collaboration entre les deux. C'est un peu ça qui fait tout le sel de la bande dessinée, qui est très intéressant, c'est que c'est une association d'images et de textes. Donc c'est pas comme au cinéma où le texte il est parlé, donc il y a un texte à l'origine, mais quand on voit le produit fini, l'image prend la majorité de ce qu'on expérience, et puis de ce dont on fait l'expérience, et le texte il devient du son. Là en BD, on a vraiment l'objet du texte qui apparaît et qui est sur ou à côté ou en collaboration avec l'image. Donc c'est un peu un équilibre entre les deux. Et il faut, pour faire une bonne bande dessinée, donc j'espère que c'est ce qu'on a fait, il faut faire dialoguer les deux pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre, et que les deux se répondent l'un l'autre. Voilà.
Mais ouais, c'est vrai ce que tu dis, j'avais oublié j'avais pas oublié, mais c'est vrai qu'on a essayé de faire parler au maximum les encadrés et le récit. Mais je serais curieux de voir, j'en ai pas discuté encore avec des lecteurs ou lectrices, je serais curieux de savoir si ça a été perçu, tu vois, genre si effectivement, ah ouais, cet encadré correspond bien à ce qui est en dessous. Vous nous direz. Il y a aussi ce système d'indicateurs en haut à gauche de chaque Ouais. planche que vous avez mis en place. Ouais, je peux expliquer ça rapidement, éventuellement. Donc les premières cases sont là pour préciser l'objectif. Donc quel en est son nom, juste, c'est quoi, sur quoi va porter plus ou moins l'histoire. Et en fait, là, on a remis des infos tirées directement du rapport. Donc les petites étoiles qui sont en bas à gauche de la première case sont un système de représentation du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées à cet objectif, qui a été fait par des experts qui ont accompagné la Convention citoyenne. Donc c'est pas nous qui avons jugé que tel objectif avait un potentiel de réduction de 2 étoiles, c'est dans leur rapport, c'est comme ça. Donc on l'a remis, et ensuite on a mis les pages, si jamais vous voulez vérifier qu'on n'a pas triché, du rapport, et puis le vote aussi, puisque chaque paquet de propositions a été soumis à un vote des 150 citoyens et citoyennes. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, cette proposition, vous souhaitez qu'elle soit dans notre rapport ou pas? Et donc, c'est souvent assez dithyrambique, et on a souvent du 90-10, ou en moyenne, c'est du 90-10, 90% de oui, 10% de non. Il y a une mesure qui est à 60-40, 60% de oui et 40% de non, c'est... Non, vous savez pas. Les 110 km/h sur l'autoroute, ça, non. Pas toucher à la bagnole. Bref. Et il y a une mesure qui n'est pas passée parce qu'il y a eu plus de non. Donc c'est pour ça qu'il y a 149 propositions et pas 150. Après 150, c'est un peu un hasard. C'est pas parce qu'ils étaient 150 citoyens, citoyennes qu'il y a 150 propositions. Mais il y en a une qui n'est pas passée, qui est sur la réduction du temps de travail à la semaine de 32 heures. Donc ça, il y avait une des propositions qui avait été faite dans le groupe Produire et Travailler, je crois, qui était celle-ci. Et ils ont décidé de ne pas la mettre dans leur rapport. En partie, ouais. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas envie que ce soit trop teinté à gauche comme rapport. Ils avaient peur de l'impact politique dans le sens parti politique que ça pourrait donner au rapport. Et donc les regards se cristallisent sur cette mesure-là et que tout le reste en soit desservi. Voilà. Vous avez une question ? Oui. Vous avez parlé de l'équilibre entre le côté image et écrit, mais moi ça porterait aussi sur le côté la quantité d'informations totale, parce qu'on voit des planches qui sont très denses. Et à quel moment vous vous dites que là faut pas mettre plus, et aussi j'imagine qu'il y a un équilibre parce que cette quantité d'informations ça va pouvoir en freiner quelques-uns qui seraient plus touchés par le côté récit, le côté émotion. Et quand il y a trop d'informations, trop de choses trop rationnelles, ça les bloque. À quel moment vous vous êtes dit, là il y a ce qu'il faut pas plus, faut pas moins? Alors, ça a été long. Et ça a été surtout moi qui disais à Théo et Lucas, qui étaient plus en charge de retranscrire le rapport. C'était plus leur travail à eux, de toujours moins, je veux plus de place pour dessiner. Mais en gros, l'idée, c'était quand même de résumer un maximum, parce que de un, ça prend de la place sur les dessins, et de deux, en effet, comme tu le dis, parfois c'est chargé. Après, au bout d'un moment, on ne pouvait pas plus réduire non plus, parce que sinon, on perdait des informations. Et du coup, ça a été un peu tout le jeu, le bras de fer, un peu pendant toute la BD. C'était d'essayer de plier un maximum ce rapport pour le faire rentrer dans des petits encarts en haut de case. Mais ça, après, au bout d'un moment, parfois on disait là, on a besoin d'au moins cette place-là, d'au moins de temps de ligne pour faire comprendre cette proposition, ou sinon l'information ne passera pas. Après aussi, dans un deuxième temps, c'est pour ça que c'était bien aussi d'avoir des petites histoires sur 2 pages, parce que du coup la BD elle peut se grignoter. On n'est pas obligé de la suivre pendant tout un long cours, on peut lire chapitre par chapitre,
objectif par objectif. Donc c'est vrai que même s'il y a beaucoup d'informations dans un objectif, parce que il se passe beaucoup de choses dans le rapport de la convention, c'est complet, c'est très approfondi. Du coup, on peut les grignoter un peu ces informations et lire une petite histoire ou deux. Puis si ça fait déjà beaucoup, on s'arrête et puis on peut reprendre après. Comme il n'y a pas une continuité narrative entre chaque histoire, au-delà du fil qui est de présenter cette France un peu alternative, on peut les consommer de façon avec plus de parcimonie. Allez, une petite anecdote rigolote. Mon coloc, il l'a offert à ses parents et il m'a dit que ses parents l'avaient mis aux toilettes. Et moi, je trouve que c'est une super place en fait. C'est trop bien. Aux toilettes, tu as le temps de lire 2 pages, ça suffit. Allez, tu t'en vas, tu reviens, tu en relis 2 autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire des petits récits, parce qu'on était conscient qu'il y allait avoir une densité d'informations qui était importante. Effectivement, c'est souvent fait taper sur les doigts par Jonas, qui nous a dit non les gars, j'ai besoin de plus court, j'ai besoin de plus de place pour dessiner. Donc ça a été des fois comment est-ce qu'on synthétise au maximum l'info. On essaie de garder quelque chose aussi de concret pour que ce soit aussi un outil pédagogique. On l'a aussi pensé comme ça. Et après, peut-être qu'on aurait pu le préciser, je sais pas ce que tu en penses, mais après, ça ne tient qu'au lecteur ou à la lectrice de ne pas les lire, en fait, ces encadrés. Parce que le récit se suffit à lui-même. Donc, si tu lis simplement le titre de l'objectif et l'histoire sans les encadrer, ça peut fonctionner. Enfin, ça fonctionne même. C'est une histoire qui... tu me dis si je me trompe, mais c'est comme ça qu'on l'a pensé aussi. On n'est pas obligé de lire les informations. On peut aller très vite et lire que les trucs. Et puis si jamais ça interpelle, peut-être qu'on va s'attarder sur les infos qui sont dedans. Il y a glossaire, biblio aussi, vraiment pour que ce soit le plus complet pédagogiquement. Mais libre au lecteur, à la lectrice de prendre ce qu'il a envie de prendre dans le truc, juste le récit, ou les encadrer, ou les deux, ou tout d'un coup, ou juste un peu. Et pour ajouter aussi, même pas que dans les encarts, dans les bulles aussi, c'était très important de réduire le texte. Quand je disais réduisez, c'était vraiment tous les textes, parce que là, dans les bulles, il y a un autre enjeu qui est, là, c'est plus de la construction de récits en bande dessinée, qui est, là, quand je parlais de l'échange entre l'image et le texte, si le texte est trop gros, le lecteur va passer plus de temps sur le texte et moins sur l'image. Et du coup, il va buter sur chaque texte, puis passer d'une case à l'autre de façon moins fluide. Donc, il faut que le texte aille à l'essentiel à chaque fois de l'idée qu'il veut faire passer. Donc, dans les bulles, dans les encarts, le principe, c'était quand même d'essayer d'être le plus fluide possible pour que la lecture se fasse de façon la plus naturelle possible. Heureusement qu'on t'a eu quand même. Parce que sans toi, elle ne serait pas sortie non plus, ou alors ce serait des gros pavés. À titre personnel, je trouve que l'émotion, c'est très efficace, mais parfois ça peut être vraiment une arme dangereuse lorsqu'elle est utilisée, parce qu'elle est très facilement mobilisable sur des faits divers qui ne sont pas forcément significatifs de tendances de fond, notamment par exemple dans les médias sur l'immigration, etc. Et donc je voulais savoir si dans l'écriture du livre, il y a un moment où vous vous êtes dit stop, je vais trop loin, peut-être dans la manipulation par les sentiments de mon lecteur, même si c'est sur un sujet comme l'écologie qui nous paraît évident et à défendre. Je peux y aller, ouais. Cette situation nous est jamais arrivée. Ça me dit rien de me dire ah non, là on va trop loin ou on pousse trop loin l'émotion. Parce qu'on n'a pas non plus cherché à faire rentrer de l'émotion à chaque planche. On se disait pas, allez, elle est où l'émotion, où est-ce qu'on l'a mise ou autre. On était plus dans la description on était plus à se demander, allez, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie ? Genre demain je sors de chez moi, cet objectif, qu'est-ce qui change ? Ou demain je suis une entreprise, il y a ça qui passe, qu'est-ce qu'on se dit quoi ? On était plus à se dire ça et à se poser ce type de questions que simplement l'émotion en elle-même. Quelle émotion ça va susciter ou autre. Alors des fois on se disait peut-être que ce serait cool de faire quelque chose de rigolo ou ce genre de choses, mais ça va plus être du rigolo que là de la colère ou
ou de la tristesse ou ce genre de choses. On n'est pas allé jusque-là et franchement, je pense qu'on n'est pas arrivé à... Vous verserez pas une petite larme en lisant la BD, quoi. Mais ouais, après, si... à la fin, on a été un peu satirique. Une seule fois, on a utilisé la satire un peu, je dirais, sur un objectif sur le crime d'écocide, où on fait le parallèle avec notre société d'aujourd'hui et une entreprise écocidaire qui s'appelle Toto, voilà, dans la BD. Et là, on a essayé de faire passer un peu ce qu'on avait en nous, notre colère à nous, quoi, mais de manière un peu rigolote et légère. Et je pense pas qu'on soit arrivé dans la manipulation dans la BD. Mais c'est une bonne question, effectivement. Ça peut être le double tranchant de l'émotion, quoi. Pour compléter, je pourrais dire que quand on a écrit, souvent, c'était un des trois qui arrivait qui disait « Ah, j'ai eu cette idée, ça m'a fait rire » ou « Ça m'a fait sentir ça ». Et donc c'était un bon point de départ. Là, quand j'y ai pensé, j'étais tout seul chez moi et puis j'ai rigolé tout seul. C'était plus de façon organique que les émotions sont arrivées dans la bande dessinée que de façon extrêmement choisie. Alors après, on travaille ce point de départ un peu brut de l'émotion pour que l'histoire puisse être lue et que ce soit pas juste la blague et puis prout-prout et puis on arrête là. Il fallait un peu pousser, façonner tout ça, mais on n'a jamais pendant la bande dessinée pris le parti de dire bon alors là il faut qu'à cet endroit-là on tire une petite larme ou qu'on donne un sentiment d'indignation. C'était pas le but. C'est plus une démarche, je dirais, politique. Et c'est vrai que pendant la BD, le but c'était pas de porter un message particulièrement politique ou politisé. C'était plus de vraiment retranscrire ce rapport et de donner une vision un peu différente. Même si de toute façon tout message est un peu politique, mais au plus le plus important pour nous, c'était vraiment de suivre ce rapport qu'avaient fait les citoyens et d'y coller le mieux possible. Et je compléterai en disant que c'était cool d'être trois, ouais, pour faire ça. C'était vraiment cool d'être trois parce qu'on a trois sensibilités différentes. Jonas, je peux le dire, Jonas c'est un peu fleur bleue. Il aime bien les comédies romantiques et tout. Donc, et en fait, Lucas est un peu plus rustre et moi un peu plus trublion. Et donc, du coup, d'être tous les trois comme ça. Moi, j'ai des histoires qui sont chez moi que j'aurais bien aimé mettre dedans, mais ils ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas compris mon humour. Mais c'est pas grave. Et du coup, c'était bien d'être trois pour avoir justement ces contre-trucs, d'autres points de vue sur des récits qui nous plaisaient individuellement ou autres. Mais peut-être je les sortirai un jour. Ok, donc ensuite, donc la BD en entier, elle est un petit peu designée pour donner envie aussi à des gens qui se laissent pas facilement convaincre d'adhérer parce que à travers une idée de simplicité par la continuité, parce que finalement on continue à se déplacer, ça s'est pas arrêté, on continue à avoir accès à tout un tas de choses. Finalement, parfois même il y a certaines planches où on se demande si ce serait si compliqué que ça de mettre en place les choses. Donc il y a vraiment l'illustration d'une continuité et certainement pas d'une rupture dans le récit. Dans le récit, parce que les mesures en tant que telles, il y a énormément de choses qui changent quand même dans le fond, dans le fonctionnement de la société, des institutions, du commerce, etc. Vous l'avez dit. Et du coup, ma question, c'était un petit peu, parce qu'à un moment, dans une des interviews de citoyennes de la Convention, là, c'est une dame qui parle du fait qu'avant d'intégrer la Convention, elle n'était absolument pas sensibilisée aux questions environnementales, qu'elle a assisté à une séance de sensibilisation au tout début, et même toute la suite des travaux auxquels elle a participé pendant 9 mois. Et finalement, quand elle est rentrée chez elle à la suite de la Convention, elle qui n'était pas du tout sensibilisée avant, par contre, elle a eu énormément de mal à accepter de ne pas être accompagnée, parce qu'en fait, elle avait trop pris conscience.
Et une fois que la conversation était terminée, elle est rentrée chez elle et elle était seule face à l'urgence, les alarmes, voilà. Et donc cette réalité-là de la prise de conscience déstabilisante, est-ce que c'est pas une violence nécessaire à la transition écologique? La violence de la prise de conscience La violence en fait, qui est globalement occultée dans le récit, est-ce qu'en fait est-ce qu'elle n'est pas un peu nécessaire voilà. C'est une question très ouverte. Alors, le fait que le récit ait une sorte de continuité, qu'il n'y ait pas de rupture violente, là je pense que ça tient plus, pas que de notre fait, mais aussi du rapport et du fait que les citoyens l'ont travaillé parce que ils l'ont travaillé avec leur vécu à eux tous, et comme ils avaient tous des expériences très différentes, ça pouvait pas être une rupture nette et franche pour beaucoup. Ils pouvaient pas vivre cette rupture-là. Donc ils ont essayé de mettre en place des mesures qui se feraient dans une transition du coup, et pas dans une rupture. Et puis ça fait aussi écho à la mission qui était de faire tout ça dans un esprit de justice sociale, et que si on fait les choses pour que ce soit plus juste pour tout le monde, il y aura moins de ruptures soudaines, parce que les gens seront plus à même d'accepter des changements justes du coup. Et ce que je dirais après, donc, c'est que ça n'a pas été trop difficile pour nous d'imaginer ces histoires où tu disais parfois il y a des choses qui changent pas trop, parce que c'était ça en fait où on s'est rendu compte en écrivant la BD, c'est que finalement le quotidien ne serait pas forcément extrêmement différent d'une autre, et que c'est souvent peut-être une histoire qu'on se raconte, de se dire que pour changer il faut absolument tout changer et que plus rien ne sera comme avant. C'est pas forcément la réalité. Alors on ne sait pas, c'est une projection, donc c'est pas la réalité non plus, mais en travaillant là-dessus, dans nos imaginaires, c'était pas tout de suite une rupture nette et brutale. Donc je dirais que ça découle un peu du rapport aussi, le fait que ce soit pas une rupture pure et dure. Ouais, c'était aussi une manière de susciter l'adhésion, de pas être trop en rupture dans le récit. Alors après, dans ma vie de tous les jours, moi, perso, c'est plus dur, quoi. C'était cool d'avoir des moments qui me faisaient énormément de bien, de retrouver Lucas, Jonas, pour parler de quelque chose de plus tranquille, de plus pas consensuel, mais avec moins de rupture par rapport à notre quotidien d'aujourd'hui. En revanche, à côté, moi, de temps en temps, je suis vraiment en colère. Et je me pose souvent la question de la violence. Moi, j'ai fait énormément de manifestations contre la réforme des retraites. Enfin, je les ai quasiment toutes faites. Et à chaque fois, je me posais la question de cette violence-là. Est-ce que là, on est en train de parler en plus de violence pour rompre avec un système qui ne nous plaît pas? Est-ce que celle-ci, elle est nécessaire ou pas? Je n'ai pas encore complètement traité la question moi-même. Il y a des jours où je vais me dire oui, elle est nécessaire, et il y a des jours où je vais me dire non, quand même, tu vas pas céder à la violence. Et vraiment, ça dépend. Ça dépend du jour, ça dépend de mon humeur du moment. Il y a des fois où je suis vraiment vénère, et là, ouais. Mais j'ai cette peur interne aussi qui fait que j'ai jamais passé le cap, moi, personnellement. Mais je me questionne régulièrement. Est-ce qu'il faut que je le passe ou pas? Est-ce qu'il est nécessaire ou pas? Donc même personnellement, après avoir fait ce travail-là, vous ne pouvez pas encore répondre à la question de savoir si on peut tout miser sur ce type de récit pour faire la transition. Vous savez, pour l'instant, d'autres solutions sont peut-être encore nécessaires. Et ouais, mais je pense que la pluralité des imaginaires, elle est importante aussi, et qu'il ne faut pas se cantonner à que ça, quoi. Là, c'est un peu utopique, hein, on ne se le cache pas. C'est un peu utopique. Les utopies, elles sont importantes. Mais est-ce qu'elles doivent être seules? Non, je ne pense pas. Mais je ne suis pas convaincu qu'il faut que des récits comme ça. Des récits...
moi, j'ai beaucoup aimé chez Damasio l'imaginaire de la révolte. Parce que dans une dystopie, moi, c'était le côté qui me faisait plaisir, quoi. Et du coup, parler de ça, parler de cette révolte-là, je trouve que c'est important aussi. Parce que clairement, tout ne va pas se faire par des discussions. Je ne sais pas. Tu voulais parler, Jonas? Je voulais dire, je comprends tout à fait Théo, et c'est tout à fait normal d'avoir plein d'émotions, notamment la colère, voire la rage, notamment quand on se sent impuissant face à des changements ou un manque de changement. Mais c'est-à-dire dans la BD, là, c'est juste une fraction de toutes les émotions qu'on pourrait représenter. On a un personnage à un moment qui s'énerve un peu dans une histoire parce qu'il a l'impression qu'on l'écoute pas. Mais c'est important d'exprimer toutes les émotions. Et oui, la BD, comme disait Théo, elle fait vraiment partie d'un ensemble. On ne veut pas que ce soit une Bible unique et que ce soit la bonne parole et que aimez-vous les uns les autres, et sinon après on devient catho. Mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle contrebalance aussi d'autres récits qui existent actuellement ou qu'elle s'y ajoute et qu'elle fasse partie d'un tout. On ne veut pas juste s'en tirer avec certaines émotions et pas d'autres. On reste tous humains. Du coup, on a tous des émotions qui vont d'un côté du spectre à l'autre, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est ça. Oui. Bonjour. Et merci pour le travail que vous avez fait. Merci, super. Merci, très gentil. J'ai une question parce que là, comme tu expliquais, il y a 150 citoyennes et citoyens qui ont pendant 9 mois vu des expertes et des experts qui leur ont expliqué tous les changements qui avaient lieu et tous les enjeux et tous les tenants et aboutissants du problème. Et ils sont repartis chez eux et beaucoup ont été transformés et ont changé leur quotidien grâce à ça. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez le fait que votre BD, il y a beaucoup de chances que ce soit des personnes qui sont déjà intéressées à ces sujets qui vont l'ouvrir. Et donc, de l'intérêt de justement mettre les gens face à ces enjeux et les informer et les former. Et notamment, par exemple, la question de, en école d'ingénieur ou pendant notre formation ou nos études, nous mettre face et nous forcer à être mis face à ces sujets. Je peux commencer un peu à répondre. Après, Théo prendra le relais. Je pense qu'il aura des choses à dire aussi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la BD qui étaient déjà intéressés par les questions d'environnement, voire de démocratie participative. Mais il y a aussi des gens qui s'y connaissaient pas du tout. J'ai eu des gens qui sont venus en dédicace ou qui venaient à des présentations de librairie, et quand on posait la question « Est-ce que vous avez entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat ?», ils nous disaient non, ou très peu, ou je sais pas trop ce que c'est. Et du coup, c'est rien que d'avoir, ne serait-ce, même si c'est pas la majorité des gens, d'avoir des personnes qui s'intéressent parce que ils voient une BD et qui se questionnent dessus et qui connaissent pas forcément le sujet avant. Pour nous, c'était déjà une énorme victoire de pouvoir partager un peu cette connaissance-là. Là, il y a le week-end dernier, j'étais dans un petit village du Tarn, il s'appelle Dourgne, qui faisait un petit festival de BD. Et c'est surtout les habitants du village et de la région autour qui sont venus. On a fait une conférence avec Lucas, et il y en a plein dans la conférence. Ils n'ont pas beaucoup parlé, mais à la fin, on a eu beaucoup de retours. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses, on ne savait pas du tout. C'est juste, on transmet ce que nous, on a appris, et ne serait-ce que les gens nous donnent de leur temps d'écoute, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, même s'ils ne sont pas forcément déjà convaincus ou quoi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, et c'est comme ça. Enfin, c'est vraiment c'est à ça qu'on veut que serve la BD, à débattre, à discuter, à partager, qu'on en sorte différent ou non. Ça, après, ça dépend pas de nous ou que de nous, mais c'est déjà super important. Et j'ai oublié de dire un truc quand on parlait des émotions, mais ça va avoir un peu un rapport. Les 150 citoyens. Ils sont arrivés, et alors on l'a pas cité dans la BD parce que on s'est basé sur le site de la convention,
Et dans la page, je veux bien que tu remettes la page de la grande page, la double page. Voilà. Sur cette page-là, on a montré un peu tous les acteurs qui ont aidé les citoyens pendant la convention. Et il n'y a pas les médiateurs qui s'occupaient un peu de faire en sorte que les débats se déroulent bien et que tout le monde ne se saute pas à la gorge. C'est très important ça aussi. Et s'ils ont réussi à faire ça, c'est qu'ils étaient dans un cadre propice pour le faire et où leurs émotions étaient entendues et où ils étaient écoutés, ils pouvaient dialoguer. Et donc les médiateurs ont beaucoup aidé à ça et je pense que on bénéficierait tous d'avoir plus de médiation dans la vie de tous les jours pour discuter. Parce que souvent, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas entendu, ou on a envie de dire quelque chose très fort. Il y en a qui parlent plus fort que les autres. C'est très important. Ils nous ont dit, les citoyens, il y en a qui parlaient pas beaucoup, mais ils ont essayé de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, même ceux qui étaient un peu plus timides. Et ça, c'est très important. Et les médiateurs faisaient un gros boulot là-dessus aussi. Je ne sais pas si tu veux compléter ce que j'ai dit. Je peux compléter. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. La formation, la sensibilisation, c'est indispensable, même à tous les niveaux, de la formation. Quand on est jeune, petit, c'est là où tu peux t'habituer peut-être plus facilement à ton rapport au vivant, aller faire des balades en forêt ou ce genre de choses. Et puis après, plus tu grandis et là, parler d'éducation d'école d'ingé, plus tu peux prendre du recul sur ton métier et son rôle sociétal, et donc à quoi je vais contribuer. Et si on est habitué à faire ça tout au long de notre parcours de formation, je suis convaincu que que c'est indispensable et que oui, ça servira à faire bouger cette société un petit peu. Après, oui, c'est vrai, cette BD, je pense que la plupart des gens qui l'ont lu sont des gens déjà convaincus sur les questions environnementales. En revanche, si dans un parcours de formation, elle peut servir à faire passer un message ou autre, c'est chouette aussi si des enseignants s'en emparent pour utiliser une planche ou faire passer un message sur la ville. Ça, c'est chouette aussi et ça nous fera plaisir et on se dira qu'on a réussi ce qu'on voulait faire avec ce projet-là. Mais ouais, l'éducation, la formation indispensable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à côté de ça, à mi-temps, je travaille pour une asso qui forme dans l'enseignement supérieur, parce que comment tu apportes cette vision systémique qui est complètement indispensable à la compréhension, selon moi, des dégâts qui sont en train de se passer dans notre société, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient environnementaux. Il faut la transmettre, cette vision systémique, être capable de prendre du recul à chaque moment sur l'action d'un métier, d'une activité ou autre sur la société, d'un point de vue social, d'un point de vue des frontières planétaires, d'un point de vue éthique, etc. Donc ça, ouais, il faut que ce soit présent partout, dans toutes les formations, j'en suis convaincu. Mais ça avance, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait passer des directives pour un socle commun de connaissances qui est plutôt encourageant. Donc pour l'instant, c'est pas obligatoire, mais il y a des premières directives qui sont passées et ça commence à bouger un peu. Donc après, il faudra que ça arrive dans le primaire, dans le secondaire, mais différemment, quoi. Ce sera pas de cette manière-là, je pense. Mais ouais, indispensable. Formation, éducation, indispensable. Ceux avec qui on a travaillé, oui, et encore même pas. Oui, j'ai des amis qui l'ont utilisé juste pour travailler une chose. On a l'association des shifters qui nous a demandé d'utiliser des planches pour faire tout un cycle avec les lycées de travail autour de la ville. Donc ils ont utilisé quelques planches de la ville en transition. Après, non, j'ai pas eu vent d'autres enseignants ou enseignantes qui auraient fait le boulot. Mais après, c'était juste, là pour les collèges-lycées que j'ai rencontrés pour l'instant, c'était juste un prétexte pour comment est-ce qu'on fait passer des messages via un récit, via une histoire ou autre. C'était ça qu'on a travaillé avec eux.
Il y a aussi des CDI qui ont commencé à prendre et des médiathèques. Donc ça aussi, c'est très positif pour diffuser à d'autres publics, parce que là, c'est vraiment à la portée de tous, à portée de main, si je puis me permettre. J'ai cru voir une autre main se lever, mais non. Ok. Alors, du coup, sur cet aspect alternative, réalité alternative, dans la partie introductive de l'ouvrage, vous indiquez qu'une de vos motivations, c'était le besoin d'imaginer une réalité alternative. Est-ce que c'est juste une échappatoire, finalement? C'est un outil pour rêver et échapper à une réalité plus dure et avec laquelle il faut apprendre à vivre? Oui. Non. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a commencé à se retrouver avec Lucas et Jonas. C'était pour nous, enfin pour moi, je vais parler pour moi, et après Jonas tu parleras pour toi, mais pour moi c'était un moyen de travailler différemment à la question. Ça me faisait trop de bien de plaisanter. Moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup par l'humour, et ça me fait énormément de bien, et c'est un environnement de travail dont j'ai besoin pour travailler, être efficace. Et là, du coup, à délirer tous les trois une demi-journée par semaine, vraiment, c'était un super échappatoire de se projeter. Allez, on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut, on peut. Alors au début, on a imaginé une petite fiction, et là, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Donc là, c'était un peu plus délirant. Et après, on est re-rentré dans le plutôt le réel, bien que on a des trucs un peu pas trop réels dans la BD, mais ouais, de passer par la fiction, c'était génial. Moi, c'était un échappatoire pour moi vraiment important, et donc je me dis que c'était juste une manière de parler du sujet entre amis, juste différente de d'habitude, où c'est plutôt du débat. Là, c'était plutôt de l'imaginaire, du créatif et tout. Donc si ça peut créer un échappatoire aussi à d'autres personnes, c'est super. Mais en tout cas, écrivez des histoires, ça fait du bien. Voilà. Donc en effet, c'est un échappatoire. Beaucoup de récits sont des échappatoires. Après, chacun fait le travail de son côté pour ramener ça dans son expérience quotidienne ou dans sa vie réelle. Et comme disait Théo, il avait besoin d'échappatoires. On peut avoir besoin de ces échappatoires quand la vie est un peu trop dure. Et au jour le jour, moi, si j'ai écrit des histoires, c'est parce que j'ai vécu plein de choses qui ont fait que j'avais besoin de me tourner vers l'imaginaire, d'imaginer des choses qui n'existaient pas. Et ça me permet de continuer à avancer aussi. Donc c'est nuancé le terme échappatoire, parce que oui, c'est pas la réalité, mais en même temps, ça va avoir un impact sur la réalité, parce que on s'échappe quelque temps et quand on revient, ça va mieux, ou on est plus motivé pour faire des choses, ou on est triste mais on a bien pleuré et du coup maintenant on se sent mieux. Enfin, il y a plein d'applications tout à fait concrètes. Donc c'est un peu faut pas réduire le récit à seulement une pause dans la réalité et puis après on revient au monde réel. Oui, c'est une pause, mais en même temps, cette pause, elle peut avoir des vrais effets sur la vie de tous les jours. Et quand ils sont arrivés, c'est vrai que quand on a commencé à parler avant le début du projet, ils sont arrivés tout de suite en disant oui, on voudrait travailler sur les imaginaires, surtout sur des questions autour de la transition écologique et sociale. Et ils m'ont bombardé de vidéos terribles vidéos où il y avait la voix de Jean Covici qui disait des choses très dures, avec des images de banquises qui fondent, de cheminées qui relâchent des fumées noires. Et j'étais en mode non, merci, mais non merci quoi. Je vais pas bien. Donc ça aussi, ça a un poids. Et du coup, c'est là où on s'est dit, nous, ils m'ont envoyé ça, bien sûr, ils avaient une idée derrière la tête, ils sont pas bêtes. Mais on s'est dit tous les trois, oui, non, on veut un peu autre chose aussi, parce que
on ne veut pas que quand on fait une pause de la réalité, ce soit uniquement dans des récits où les choses vont mal, qui nous donnent des angoisses. Alors c'est très fort, hein, ces récits, et il y a plein de gens, comme ça, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui adorent par exemple les films d'horreur ou les récits d'horreur qui prennent aux tripes. Mais on ne peut pas avoir que ça dans un imaginaire, il faut avoir de la diversité aussi. Il faut que quand on prenne cette pause, quand on s'échappe un peu de la réalité, on puisse revenir parfois plus léger ou parfois vidé de certaines émotions pour pouvoir continuer un peu. Et mieux. Voilà. Si vous avez des remarques d'ailleurs sur la question, ou des récits qui vous ont fait vous sentir mieux après avoir fermé le livre ou éteint l'écran, partagez, allez-y. On adorait. Ça marche ? Ouais, je vais en profiter pour rebondir là-dessus aussi sur justement les imaginaires qui peuvent être plutôt agréables que désagréables. Dans vraiment la même idée de votre BD, il y a une association qui s'appelle Futur Proche qui a fait la même chose. Vous avez sûrement entendu parler, ici tous, une bonne partie je pense, ont entendu parler des scénarios de l'ADEME, qui a fait 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 4 scénarios très différents. Et du coup, l'association Futur Proche, en collaboration avec l'ADEME, fait des activités d'ateliers pour créer en petits groupes, pour chacun des scénarios, une histoire qui rentrerait dans ce cadre une petite histoire qui se passe en 2050, une fois que ce scénario est arrivé. Dans l'idée, pareil, que ce soit une histoire qu'on peut envier, un scénario qui soit souhaitable. Donc, je pense que je vous invite tous à aller voir aussi un peu les retranscriptions de toutes ces petites histoires. C'est vraiment dans la même démarche que votre bande dessinée. Je connaissais pas, j'irai jeter un coup d'œil aussi. Merci. Et du coup, on va arriver au moment qu'on s'était donné pour faire une petite activité. J'avais quand même une dernière toute petite question sur un sujet qui me tient à cœur en plus. Au début du livre, toujours, vous citez Scott E. Page qui dit que le niveau de compétence d'un groupe repose moins sur les facultés personnelles de ceux qui le composent que sur leur diversité. Et est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de l'importance de représenter la diversité, et est-ce que la première rupture à mettre en œuvre, c'est pas celle de la représentation de la diversité? Je trouve que la question a particulièrement du sens ici à Centrale Nantes, compte tenu des proportions de représentation dans l'effectif. Tiens, allez, vas-y. Oui, c'est Mathilde Immer qui a sorti cette citation, qui est une des facilitatrices qui a accompagné la démarche méthodologique de la Convention citoyenne. Ouais, la diversité, on a parlé de diversité d'imaginaire, on a parlé il y a la diversité aussi culturelle, sociale, etc. Ouais, je suis convaincu que aujourd'hui, on est très vite, très facilement, en plus avec les réseaux sociaux, dans une espèce de bulle où on dans laquelle on s'auto-convainc les uns les autres de choses, et qu'en fait, on a très peu de... Enfin, on sait pas trop ce que pensent les gens à côté de nous, et donner à voir sur la diversité de points de vue plus que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Ouais, peut-être que c'est un premier défi qui serait vraiment bénéfique pour notre société. Tous mieux se comprendre, pourquoi on pense comme ça les uns les autres. Compliqué aujourd'hui dans un système médiatique qui est un peu... avec une grosse mainmise, sur laquelle il y a une grosse mainmise, et donc du coup on a très très peu de diversité de points de vue qui sont représentés. Mais en tout cas, moi pareil, ça m'a fait du bien d'essayer d'aller chercher un peu plus de diversité moi-même. Moi je suis resté vivre à Nantes après mes études à Centrale, je suis resté beaucoup avec des potes qui étaient à Centrale aussi, et au bout d'un moment,
Enfin, ils sont cool, hein, je les kiffe et tout, c'est trop bien et on a des super échanges. Mais en fait, non, j'ai pas rencontré d'autres gens, d'autres points de vue. Et je suis parti jouer dans une équipe de rugby dans une autre équipe de rugby que mes amis de Centrale, qui jouent au rugby aussi. Et ça m'a fait trop de bien. Là, ouais, j'avais des gens différents qui pensaient pas comme nous. Je suis devenu d'un coup le bouffeur de graines de l'équipe. Et trop cool d'être le bouffeur de graines, en fait, parce que c'est comme ça qu'ils appellent les écolos. Mais c'était trop bien d'avoir ça, d'être catégorisé de cette manière-là et de montrer que en fait, derrière, il y a une réflexion. Moi, ça m'a même mis en action auprès d'eux, à faire le relou et à en jouer. Et c'était chouette, du coup, d'avoir cette diversité de points de vue aussi ailleurs, quoi. Et donc, j'ai essayé de le multiplier un maximum, pas de l'avoir que au rugby, mais de rencontrer d'autres gens, de ne pas rester qu'avec des gens à Centrale, ce qu'on a tendance à faire, mais plutôt quand on est étudiant et après... Voilà, mais oui, moi j'en suis convaincu que la diversité, elle est importante. Et la preuve en est, avec ce rapport de la Convention la diversité a été recherchée, en tout cas en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de moyenne d'âge, enfin en termes d'âge, en termes de genre et en termes de répartition géographique. C'est 4 gros critères qui ont été choisis pour sélectionner le panel de 150 citoyens, citoyennes. Et en sont ressorties les mesures qui en sont ressorties, finalement, qui sont tout aussi intéressantes, impactantes. Et donc peut-être que travailler avec des gens qui ont des points de vue différents, ça ferait un peu de bien à la société, plutôt que d'être tous à se montrer du doigt, à se dire que lui a tort et que moi j'ai raison et que ce point de vue je le comprends, enfin ce point de vue est nul et que le mien il est bon. En fait, juste ce point de vue, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas tous les tenants aboutissants qui sont derrière, toutes les raisons qui ont amené à ça. Et si on arrivait à mieux partager tout ça, je suis convaincu que ce sera plus chouette. Et, pour ce qui est pour compléter sur la convention aussi, cette diversité elle n'était pas synonyme de mésaccord ou de désentente. Pas du tout. Les objectifs, ils ont été votés à des niveaux, on dirait une dictature stalinienne, quoi. C'est 90% pour. Donc, certes, ils n'avaient pas tous la même expérience de vie, ils n'étaient pas tous des mêmes milieux sociaux, et ça ne les a pas empêchés de tomber d'accord extrêmement, de façon emphatique, quoi. Et en plus de ça aussi, pour la question de la diversité, je pense que pour la BD, on a essayé autant qu'on a pu de se mettre dans les baskets d'autres personnes, donc dans les baskets d'une diversité de personnes. Et puis ça, c'est un exercice qui est quand même intéressant parce qu'à chaque fois, on se disait, est-ce qu'on a le droit de parler à leur place, et de deux, est-ce que c'est juste ce qu'on dit de ces milieux-là. Donc je pense tout le monde gagnerait un peu à essayer de se mettre dans les baskets de son voisin ou de quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience, et de penser un peu, faire l'exercice déjà de se dire mais c'est quoi l'expérience de vie pour cette personne. Ok. Si vous avez des questions, c'est le moment, puisque je vais vous laisser aussi après introduire la dernière partie. Ouais, en fonction du nombre de questions, on voit si c'est bien. On en a parlé pas mal, des récits et tout. Donc, en tout cas, merci pour vos réponses à mes questions. Merci pour tes questions, elles étaient trop cool tes questions. Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres travaux, travaux, c'est pas le mot, mais d'autres objets artistiques, je sais pas comment dire, qui ont suivi la Convention citoyenne que votre BD? Il y a eu des documentaires qui ont été faits, mais plus sur l'expérience vraiment de la Convention, dont un par Yann Arthus Bertrand, je crois, qui a été diffusé sur la chaîne parlementaire, qui est bien, qui sont très bien.
et qui donne à voir sur l'expérience, vraiment, comment est-ce qu'ils ont vécu ces 9 mois de travail. Après, d'autres œuvres, j'en ai pas trop en tête, je crois. Pendant la convention, il y avait un dessinateur qui a accompagné un petit peu. Il a fait quelques dessins, c'est pas énorme, mais ils sont sur le site de la Convention citoyenne, le site du gouvernement. Et il y a aussi eu des citoyens qui se sont rassemblés, qui ont publié un petit livre en toute petite édition qui raconte un peu leur déception après l'exercice de la convention. Je sais pas. La grande désillusion, ça s'appelle. Voilà, je sais plus, ils étaient 9, je crois. 9, non, 14. Bravo, merci. Heureusement que Théo écoute les gens. Mais sinon, à part ça, j'ai pas eu trop à ma connaissance ou à notre connaissance, au-delà de ça, il n'y a pas eu grand-chose. Ouais, discutons. Non, c'est juste de façon plus générale. Est-ce que l'art s'est emparé des enjeux de la transition écologique? Je sais pas, je n'ai pas l'impression qu'au niveau du cinéma, ça se soit passé. Il y a quelques films, hein, effectivement, mais de la littérature. Oh, si, je pense qu'il y en a plein. Hein. Il y a plein d'exemples. Tu vas en citer? Vas-y, je sens que tu meurs d'envie. Non, mais c'est pas ça. Mais au-delà de ça, je veux dire, en BD, énormément. Maintenant, il y a des rayons BD juste pour les BD écolos. Enfin, je dis écolo, c'est un peu réducteur, mais sur toutes les questions, les reportages sur les choses, notamment les algues vertes. Là, il y a une BD qui s'appelle Algues vertes, qui est extrêmement... Il y a eu un film qui est parti de la BD après. Mais maintenant, il y a des sections entières consacrées aux BD sur l'écologie, la transition. Il y a des sections entières qui sont consacrées au féminisme. Et donc, l'art s'empare très très vite de ces sujets de façon générale. Après, ça dépend comment il les traite. Il y a beaucoup de films américains. Alors les Américains, ils sont toujours sur la dystopie pour l'instant. Mais comme c'est eux qui diffusent le plus largement leurs œuvres, on les voit beaucoup et ils ont encore beaucoup sur la dystopie, les Américains, ou sur les IA, ou les trucs comme ça, un mélange de tout ça. Il y a eu comment il s'appelle, Don't Look Up aussi, qui était pareil, qui a fait beaucoup parler de lui. Pareil, on est dans du récit catastrophe. Alors certes, c'est de la satire en même temps, mais pareil, le résultat est la catastrophe, quoi. Donc je dirais oui, mais de toute façon, l'art se fait jamais attendre en général. Après, je complète. Après, en littérature, vous avez parlé de littérature, il faut aller chercher côté science-fiction, pas mal. Côté science-fiction, il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui cherchent à justement à décaler le regard sur notre société en amenant des choses un peu différentes. Mais plus que l'écologie, qui est réducteur à une approche de la transition, je pense, vraiment le rôle sociétal des récits est bien attaqué. L'art s'est bien emparé de ce sujet-là, quoi. Et en film français, j'en cite quand même. Il y a eu Le règne animal qui est sorti récemment. Ah, Bertrand. Ouais, Le règne animal qui est sorti récemment sur notre rapport. Après, on peut y voir plein de choses. Moi, j'ai vu une fable sur notre rapport au vivant, et j'ai mon ami un ami qui est venu voir le film avec moi et qui m'a dit que lui, il y avait vu plutôt notre rapport à la diversité, justement, plutôt la transphobie, ce genre de choses. Donc, en fait, on peut y voir plein de choses. Et c'est juste, c'est aussi ça la force de l'art, qui est son interprétation, l'interprétation qu'on en fait. Mais en tout cas, voilà, Le règne animal, pas mal. Est-ce que vous trouvez que la Convention citoyenne, c'était un bon processus démocratique, que la centaine de citoyens tirés au sort a été suffisant pour refléter la diversité de la France? Et à contrario, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire une autre approche moins démocratique pour traiter l'écologie, en donnant moins de poids à ceux qui ne vont pas subir les conséquences de l'écologie, comme les personnes les plus riches ou plus âgées, par exemple?
est-ce que ce genre de choses pourrait ressortir via une convention citoyenne, par exemple? C'est ça aussi la question, j'imagine. Est-ce que ce genre de mesures, donner moins de poids aux très riches, pourrait ressortir avec une convention? Je ne sais pas. En tout cas, en termes de diversité, il y a des politologues qui se sont penchés sur la question et qui diront que non, le panel n'était pas assez représentatif. On ne peut pas avoir une vraie représentation de 70 millions de Français et Françaises avec 150 personnes. Moi, je dis, et c'est que mon point de vue, ça n'avance que moi et ça n'engage que moi, que c'est pas mal déjà. Eux, en tout cas, quand on les écoute en parler, ils l'ont vécu, la diversité. Et moi, je me base là-dessus, sur ce retour d'expérience, qu'ils ont rencontré des gens qu'ils n'auraient jamais vus. Ah, moi, j'ai rencontré un pilote de ligne, une éleveuse de loups. Et donc, ils ont eu l'impression et le sentiment de la vivre, la diversité. Après, est-ce que c'était une expérience démocratique réussie? Je suis mitigé. Le rapport est réussi. Ouais. Le rapport et les mesures qu'ils ont proposées, ouais, je trouve ça réussi. Les répercussions derrière, un peu moins. Mais parce qu'il n'y a pas eu la volonté politique derrière de se donner les moyens d'en faire quelque chose vraiment. Il y a eu d'autres conventions citoyennes depuis. Il y en a eu une nationale sur la fin de vie, convention citoyenne sur la fin de vie, et après il y en a eu des locales. Il y en a eu une à Nantes Métropole notamment. Il y en a eu une à Est Ensemble dans Seine-Saint-Denis et à Marseille. Enfin, il y en a plein qui se reproduisent localement. Je pense que c'est une bonne échelle aussi, le local, pour faire ce genre d'exercice démocratique. Faire ressortir des choses vraiment plus terre-à-terre du territoire. Comment est-ce qu'on organise le territoire? Parce que et encore, ça n'engage que moi, mais je suis convaincu que c'est une échelle à laquelle il faudra plus réfléchir pour être plus résilient. Et du coup, ouais, c'est un exercice démocratique vraiment intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le tirage au sort. Dans cet exercice-là. Le tirage au sort, c'est génial. Voilà, t'es tiré au sort. Et après, donc, il y a eu un petit filtre qui a été mis pour justement aller chercher cette pluralité de profils. Mais ouais. Et après, est-ce qu'il faudrait des mesures un peu moins démocratiques pour... Et on en revient à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut être violent ou pas? Peut-être. Pour compléter, c'est un exercice intéressant. Il y a beaucoup de gens qui venaient dans nos premières rencontres dans les librairies parce qu'on essayait au maximum d'inviter des citoyens à venir parler avec nous et pour entendre leur expérience. Il y a beaucoup de gens qui disaient l'exclamation souvent c'est « Ah, j'aurais bien aimé y participer, moi aussi ». Donc je pense que derrière ça, les gens ils ont quand même envie de se sentir plus participants de la vie politique de leur pays. Parce que aller aux urnes une fois de temps en temps et après regarder le résultat en croisant les doigts, c'est bon. C'est un peu, c'est pas assez pour, je dirais pour beaucoup, pour tous presque. Et il y a un des citoyens avec qui on a beaucoup parlé de Marseille, Benoît qui vient des quartiers nord et qui a dit pendant une rencontre qui a dit cette phrase que j'ai trouvée très intéressante, qui m'a pas mal marqué. Il parlait de son expérience, il disait moi avant la convention ça faisait 30 ans que j'avais arrêté d'aller voter puisque de toute façon les gens comme moi on les écoute pas. Et du coup, ça servait à rien que j'aille voter, parce que de toute façon, ma voix n'avait aucune importance. Et il a participé, quand il a eu l'appel pour la convention, il s'est dit, bon, là, on m'a donné l'occasion de parler, je vais y aller, ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre bien, bien gueuler, là. Et donc, grâce au médiateur, il n'a pas que gueulé, il a aussi bien participé. Et depuis, il dit, je trouve que maintenant, je vois le poids que peuvent avoir des voix ou qu'on peut avoir ensemble, et du coup il s'est un peu remis dans la vie politique, mais moi quand je l'ai entendu parler, je pouvais que comprendre, même moi qui viens pas des quartiers nord, qui n'ai pas eu une vie très difficile jusque-là, j'ai pas l'impression que ma voix ait une quelconque influence sur la politique de ce pays, que des choses sont déjà décidées. Alors je sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est quand même pas mal partagé ces derniers temps, de ne pas se sentir
vraiment de ne pas avoir vraiment de voix et que au final les politiques sont décidées à l'avance ou par des gens qui n'ont absolument pas écouté les citoyens. Donc le fait que je pense qu'il faudrait répliquer ce genre d'expérience, que les gens aient plus qu'il y ait un tirage au sort parmi tout le monde, que tout le monde puisse avoir une voix à tour de rôle, pouvoir parler de son expérience, parce que la France, c'est pas juste la France des politiques, c'est la France de tout le monde qui habite en France. Donc ça, je trouve que c'est peut-être un échec sur ce que ça a donné, mais je pense que c'est aussi une réussite pour prouver que ensemble, et vraiment ensemble, ça veut dire un peu tout le monde, ça marche de se mettre d'accord dans les bonnes conditions. Non, on n'aura pas le temps. Il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions, dernières questions, peut-être des retours, quoi que ce soit? Quoi que ce soit. Nous, on reste un peu. Oui. On a des bouquins à vendre si vous voulez. On reste un petit peu juste pour discuter avec vous si vous voulez plus personnellement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, je pense que vous pouvez les applaudir.